Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être présent. On attend encore, comme d'habitude, un tout petit instant que les connexions, voilà, se fassent un petit peu partout. Et merci à tous ceux qui nous disent d'où ils nous écrivent. Ça nous fait toujours voyager. Alors, bah, vous avez en présentiel là Katia qui est dans le Val d'Oise. Vous avez Vincent qui est à Nantes. Vous avez Sandrine qui est à Lyon. René qui est à Montpellier, enfin à côté de Montpellier, je crois. Et puis moi-même qui suis dans l'ouest de Paris. Voilà, bienvenue pour ce webinaire. Donc c'est le premier de cette année scolaire universitaire avec un titre sur lequel je reviendrai dans mon introduction. On passera bien entendu quelques dias d'informations que je vais tout de suite vous proposer concernant bah, les aspects un petit peu techniques. Donc, a priori, notre diffusion est très bonne sur le plan technique. Si vous avez des problèmes, c'est que il y a toutes les chances que ça vienne de votre connexion, de votre appareil. Voilà, donc ce webinaire est enregistré. Il est enregistré pour être diffusé en replay dès demain sur le site de la PPEA. Et vous aurez à votre disposition le PDF du support PowerPoint présenté aujourd'hui par René Pry, qui sera donc disponible en ligne et que vous pourrez télécharger. Alors, concernant les attestations de formation, vous êtes assez nombreuses ou nombreux à nous le demander à chaque fois. Nous ne pouvons pas les délivrer, ça n'est pas une formation, hein, donc c'est une communication, c'est une information. Et donc, si vous le voulez, vous enregistrez le mail info de connexion que vous avez eu, et sinon vous faites une capture d'écran ou en plus, voilà, durant le webinaire, si vous devez le rendre à votre service, à votre chef de service, à votre CPF, pour votre CPF ou à votre employeur. Voilà. Donc, sur le plan du interactif, ce soir, vos remarques, vos commentaires professionnels et vos questions aux intervenants, comme toujours, vous ouvrez le volet chat, discussion, et puis vous nous faites part de vos commentaires. N'oubliez pas d'adresser essayer de bien mentionner à tout le monde, sinon ce ne seront que les participants en direct ce soir et dans la présentation qu'ils recevront, ce qui est toujours un petit peu compliqué. Voilà pour les informations. Donc, vous avez été très nombreux, je crois, à vous inscrire, près de 2000. En général, on est toujours à peu près au tiers ou à 40% du nombre d'inscrits, mais les autres, voilà, qui ne peuvent pas se connecter, sans doute ont montré leur intérêt et reviendront sur le replay. Donc, notre webinaire d'aujourd'hui, pertinence des notions de TND et de spectre pour l'autisme, point d'interrogation, vers un retour à la clinique. Alors, voilà, c'est une vraie question, particulièrement si on revient sur les termes, la notion de pertinence des notions. Est-ce que cela sent une remise en cause des TND que pourront penser certains? Peut-être soulagé d'ailleurs à cette idée. Le terme de spectre, hein, terme contesté depuis le début de son usage par les opposants, notamment à ceux d'une vision neuroscientifique des troubles mentaux. Autant de questions que nous allons bien sûr soulever ensemble. Et puis cette question du retour à la clinique, hein. Nous en sommes-nous vraiment écartés pour que cette question puisse être posée, notamment par René Pry? Bah, écoutez, on va bien voir cela avec nos deux intervenants, hein, qui sont René Pry, donc, que vous connaissez sans doute, qui est professeur émérite des universités. On est ravi qu'il soit aussi membre de la PPEA. Il travaillait plutôt, mais reste encore très actif dans la recherche pour l'Université de Montpellier et l'Institut de psychologie de Lyon 2. Il est également clinicien au CRA, Centre Ressources Autisme Languedoc-Roussillon. Et puis Sandrine Saunier, pédopsychiatre, coordinatrice du CRA Rhône-Alpes,
médecin également responsable du dispositif TED à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Lyon, et puis administratif du groupe national des CRA, du GNCRA. Donc le GNCRA, peut-être un tout petit mot, tête de réseau national des CRA, hein, Sandrine nous en dira sans doute quelque chose, sachant que les CRA sont des établissements médico-sociaux de droit public, hein, et qui travaillent pour l'information et la recherche concernant l'autisme. Nous avons en France 27 CRA en métropole et dans les territoires ultramarins. Voilà, donc introduction rapide. Ce thème, c'est en référence au débat actuel dans le milieu de la recherche et des cliniciens universitaires, dont le dernier numéro de la revue Enfance en révèle l'actualité. Et puis la référence également à l'ouvrage de Laurent Mautron, dont vous avez sans doute entendu parler, Si l'autisme n'est pas une maladie, qu'est-ce? Publié chez Mardaga en 2024. Laurent Mautron, dont psychiatre, un professeur à l'Université de Montréal, dont on connaît l'ampleur des travaux et des publications dans le champ de l'autisme. Donc René va poser notre organisation de ce soir. René va poser les termes du débat, essayer de nous les rendre accessibles, car le sujet est complexe et particulièrement pointu. Et puis Sandrine Saunier va apporter son regard et peut-être introduire un questionnement, voire le contradictoire, hein, toujours nécessaire et bienvenu dans le mouvement des idées et l'ouverture de notre espace de pensée et de clinique. En tout cas, c'est comme ça qu'on le conçoit à la PPA. Voilà, donc bienvenue à tous deux, hein, René et Sandrine. Merci infiniment de votre disponibilité. Et puis René, voilà, tu reprends le partage d'écran pour pouvoir nous proposer pendant une vingtaine de minutes, hein, l'essentiel de ce questionnement que j'ai introduit. Bien, est-ce que mon C'est pauvre parfait. passe? Oui, Vincent, oui, ton micro est fermé, oui, c'est bon. Bon, alors, un certain nombre d'entre vous doivent se demander pourquoi ces deux interrogations. Le contexte est le suivant, c'est que depuis à peu près une dizaine d'années, la recherche sur l'autisme semble un peu piétiner et ne produit en règle générale que des résultats négatifs, c'est-à-dire l'autisme n'est pas, etc., etc., etc. Et donc, au-delà d'une éventuelle responsabilité des chercheurs et de leur maladresse dans cette situation, il y a un certain nombre d'entre nous qui commencent à se demander si ces questions ne tiennent pas au phénomène lui-même, tout au moins à la façon dont il est décrit. Donc, une actualité assez brûlante, hein, sur cette thématique. Alors, la notion de trouble du neurodéveloppement, il faut juste se rappeler que l'ajout neuro, enfin, que l'ajout du préfixe neuro à développement se situe dans un contexte qui est lié à la montée des neurosciences cognitives, à la montée de la génétique, de l'imagerie cérébrale, donc à partir de la fin des années 90, début des années 2000, et probablement aussi dans un contexte anti-psychanalytique, même si ce n'est pas aujourd'hui en ces termes-là. À cette époque, les classifications internationales cherchaient une catégorie qui essayait de rendre compte à la fois donc de l'apparition précoce de certains phénomènes, de leur stabilité relative dans le temps, de leur lien éventuel avec la maturité cérébrale, et puis du fait qu'on observait des chevauchements entre un certain nombre de phénomènes, les troubles de l'attention, l'autisme, les troubles de la motricité, les troubles des apprentissages. Et donc c'est vrai que cet ajout du préfixe neuro tombait bien. Et c'est vrai qu'il était accueilli, j'allais dire, de façon relativement acceptable par la communauté scientifique. Alors, dans la diapo que je vais pas commenter, hein, vous l'aurez à disposition. Sachez simplement que le père fondateur de cette notion doit être attribué à Michael Reuter, hein, qui avait introduit à l'époque la notion de developmental disability. Et alors, dans le contexte, donc, est apparue cette contrainte, hein, qui portait sur les publications et notamment chez les médecins,
Et c'est vrai que dans ce contexte-là, publié dans des revues médicales était quand même beaucoup plus apprécié quand les publications étaient associées au contexte neuro. Donc un tas d'éléments facilitateurs, hein, pour expliquer la montée en puissance de ce concept-là, en sachant qu'il est apparu de façon officielle dans le DSM-5 en 2013 et donc en 2015 dans la version française. Alors, ensuite, il faut que vous sachiez quand même que l'algorithme, hein, qui a présidé et qui sert à définir l'ensemble des troubles du neurodéveloppement est le même pour tous les troubles du neurodéveloppement. Alors, il y a 6 troubles du neurodéveloppement, je ne vais pas vous les rappeler, mais en tout cas, la façon dont ils sont décrits, dont ils sont organisés, s'appuie sur la même logique que je vais vous décrire en 2 mots. Donc, il s'agit, d'abord, c'est une logique catégorielle. Donc, on va énoncer des critères. Ces critères, par définition, sont indépendants. Donc, il y a des critères cliniques, comme dirait l'autre, c'est la moindre des choses. Alors, en fonction des troubles, c'est 1 ou 2 critères cliniques. Ensuite, le deuxième critère, il faut qu'il y ait un impact sur le fonctionnement. Alors, qui se traduit quelquefois par la notion de handicap, par la notion de désavantage, mais c'est un critère qui est extrêmement important. Le troisième critère, il faut que ces conditions apparaissent précocement dans le développement, même si la notion de précocité n'est pas clairement définie en tant que telle. Et un quatrième critère, qui est un critère différentiel, il ne faut pas que ça soit imputable à un autre trouble. Alors, notez bien que dans ces critères-là, la notion neuro apparaît pas, que ce soit neurophysiologique, neurogénétique, neuropsychologique. Donc on commence à se demander un petit peu pourquoi ça s'appelle un trouble du neurodéveloppement, alors qu'aucun critère en tant que tel n'apparaît dans la définition. Et ceci pour les six TND. Alors, où ça commence un petit peu à se compliquer, c'est quand on regarde le TSA et quand on regarde les 2 critères cliniques qui participent donc à la définition du TSA. On s'aperçoit que ces 2 critères qui, par définition, auraient dû être indépendants, mais quand on les replace dans une position développementale, ils ne le sont absolument pas. Alors, ces 2 critères, c'est un critère qui correspond à ce qu'on appelle en général des signes positifs. Alors, les signes positifs, ce sont des comportements qui sont présentés par ces enfants-là, mais qu'on ne retrouve pas dans le développement typique. Et des signes négatifs, ces signes négatifs, c'est des signes qu'on va retrouver c'est l'inverse, hein. Donc qu'on va retrouver de façon spécifique dans un groupe et pas dans l'autre. Alors, pourquoi ces 2 critères-là sont-ils en interaction? Parce que d'un point de vue développemental, d'abord, ils apparaissent ensemble, et ensuite, aujourd'hui, il y a des tas de travaux qui montrent que le fait que l'enfant ne s'engage pas dans une interaction sociale bien particulière, c'est associé avec le fait qu'il va mobiliser son attention sur le monde physique, sur le monde des objets, et donc tout ça va se mettre dans une dynamique développementale qui explique peu ou prou, hein, l'interaction entre ces 2 critères. Alors, on y reviendra tout à l'heure, hein, l'apparition de ces signes, ça apparaît en général à la fin de la première année, à la fin de la première année, aux alentours de 18 mois. Là, il y a un consensus au plan international, à la fois de la part des données qui sont issues des parents, mais aussi des données qui sont issues de la recherche. Donc une cohabitation, hein, de l'apparition de ces 2 signes de manière conjointe. Alors, ensuite, va se poser une question qui est importante, c'est la définition même du spectre. Alors, pourquoi cette question, elle fait débat? Parce qu'on trouve actuellement 2 positions qui sont difficiles à articuler. La première, bon, qui porte sur la définition elle-même, qui autoriserait à penser que le spectre s'appuie sur une dimension continue, et donc il resterait à démontrer ou il resterait à définir exactement quelle est cette dimension. Est-ce qu'il s'agit de la dimension de trait autistique? Est-ce qu'il s'agit de l'intensité du trouble autistique? Est-ce qu'il s'agit de l'importance du handicap que l'autisme a sur le fonctionnement? Les chercheurs et les cliniciens donnent des définitions qui sont tout à fait dissemblables. Et pour l'instant, il n'y a pas de consensus. Alors, je vous en proposerai une. C'est celle qui est proposée par le DSM-5. Mais même cette définition-là, aujourd'hui, elle est loin de faire l'unanimité.
Et puis il y a une deuxième position aujourd'hui qui commence à émerger et qui autoriserait à penser que le spectre en fait n'a rien de continu et qu'en fait il est composé de sous-types, de sous-groupes et ces sous-types et ces sous-groupes vont se définir eux-mêmes d'un point de vue catégoriel et sont eux-mêmes sur des positions discontinues. Alors, il y a encore une autre question que je n'ai pas abordée, qui est la question de la limite du spectre. Donc cette limite du spectre, elle est à droite, elle est à gauche. Donc où est-ce que ça s'arrête à gauche dans les formes les plus sévères de l'autisme et où est-ce que ça commence à droite, c'est-à-dire dans les formes, on va dire, probablement les plus légères de l'autisme. Alors, quand on regarde les trois catégories, les trois sous-groupes qui pourraient décrire le trouble du spectre autistique, je vais vous les présenter une par une, mais avant de vous les présenter une par une, juste un mot là sur la position qui est tenue par le DSM-5 et qui postule qu'en fait, on pourrait très bien décrire le spectre à partir de quatre spécificateurs. Donc ces spécificateurs, ce sont des variables qui sont indépendantes les unes des autres et qui caractérise plutôt les personnes plutôt que la clinique ou plutôt que l'autisme en tant que tel. Alors, c'est le niveau de langage, et je vous rappelle que dans l'autisme, ce niveau de langage, il va d'une absence totale de langage à un langage qui est extrêmement ampoulé. Ensuite, c'est le niveau intellectuel, et je vous rappelle que le niveau intellectuel dans l'autisme, il couvre l'ensemble de la courbe de Gauss définie par le QI, c'est-à-dire il va de 45 à 145. C'est le niveau de sévérité, donc encore une fois, qui peut être défini par le niveau de handicap ou par le niveau de désavantage, et c'est la présence ou non de troubles associés qu'on appelait jusqu'à présent les comorbidités. Et ce que disent les auteurs du DSM-5, c'est que ces quatre spécificateurs sont en interaction et vont donc pouvoir de définir le spectre en tant que tel. Donc le spectre en tant que tel, il peut se définir sur ce qu'on appelle le phénotype, c'est-à-dire sur l'apparence, sur les comportements présentés par ces enfants-là. Donc ça irait d'un phénotype dans lequel on aurait un langage très ampoulé, un très bon niveau intellectuel, pas de comorbidité et très peu d'impact sur le fonctionnement, jusqu'à des enfants qui ne parleraient absolument pas, pour lesquels le niveau intellectuel serait très problématique, pour lequel il y aurait beaucoup de comorbidité, et puis un niveau de sévérité qui serait important. Donc voilà la position qui a été prise par les auteurs du DSM-5 pour définir le spectre de façon dimensionnelle, en sachant que cette position dimensionnelle, encore une fois, elle est contestée, et c'est donc ce que je vais essayer de vous présenter maintenant. Alors, quand on regarde le spectre, cette fois-ci avec des lunettes qui sont des lunettes donc, qui obéissent à la discontinuité, qui nous autoriseraient à penser que le spectre puisse se décrire à partir de trois grands sous-groupes. Le premier sous-groupe, ce qui est en bleu, c'est ce qu'on, alors, on le trouve dans la littérature sous des termes qui sont un peu différents. Ça va de autisme pur, autisme franc. Motron appelle ça autisme prototypique, c'est-à-dire c'est vraiment le prototype de l'autisme tel qu'il a été défini par Léo Kanner dans les années 40. C'est l'enfant que j'ai mis en photo hein, dans la première diapo, ce bel enfant aux yeux bleus. Bon, voilà, ça c'est le prototype de l'autisme en tant que tel. Et donc, c'est celui qui devrait normalement être appelé à définir les caractéristiques de l'autisme dans la recherche actuellement. Ensuite, vous avez un deuxième sous-groupe le sous-groupe dans lequel l'autisme peut être présent, mais dans lequel, quand l'autisme est présent, il est associé avec d'autres troubles du neurodéveloppement. Donc, dans la partie gauche de la diapo, je vous ai mis l'état actuel des recherches sur les associations moyennes entre les différents TND. Vous voyez que c'est extrêmement important. Bon. Et puis ensuite, je vous ai essayé de définir très rapidement la problématique qui concerne ce deuxième groupe, c'est-à-dire quand l'autisme est présent, est-ce qu'il est au cœur donc de ces syndromes complexes, et dans ces cas-là, c'est sur lui que viendraient s'agréger les autres TND, ou alors est-ce que c'est l'agrégation de ces autres TND
qui, dans une logique de phénocopie, viendrait mimer l'autisme en tant que tel. Donc vous voyez que c'est quand même difficile dans ce deuxième sous-groupe de dire de façon systématique c'est de l'autisme ou pas, parce que là, les cliniciens sont en difficulté, hein, par rapport à cette question. Et puis ensuite, vous avez un troisième sous-groupe qui est probablement encore plus problématique, qui est le groupe extrême, dans lequel, cette fois-ci, l'autisme, quand il est présent, pourrait être associé à des conditions génétiques ou à des conditions psychiatriques qui, cette fois-ci, sont identifiées. Donc, c'est une trisomie 21 plus l'autisme, c'est des syndromes génétiques plus l'autisme. Et puis, récemment, pour introduire encore plus de confusion, est introduit dans la littérature la notion d'autisme profond. Donc, vous voyez, c'est les critères du DSM-5, mais cette fois-ci, l'efficience intellectuelle ne peut pas être appréciée, c'est-à-dire que le quotient intellectuel est inférieur à 50. Surreprésentation chez les dames, c'est des troubles pour lesquels il y a une forte stigmatisation au plan social, beaucoup de comportements problèmes, et c'est probablement ce syndrome-là qui pose le plus de problèmes aux familles et au niveau du traitement psychosocial. Mais vous voyez que la définition même est contradictoire avec la définition que je vous ai proposée tout à l'heure au niveau des TND. Donc une question quand même qui reste compliquée, avec la question centrale, l'autisme prototypique, il n'y a pas de problème dans sa définition, mais dans les deux autres sous-groupes, il y a quand même de quoi se poser un certain nombre d'interrogations, même si on peut faire l'hypothèse que l'autisme en tant que tel puisse être présent. Alors, maintenant, on va essayer de répondre à la question que j'ai essayé de poser, et notamment celle qui concerne la légitimité, hein, de la présence de ce concept qui est celui de trouble du neurodéveloppement. Alors, sachez quand même qu'aujourd'hui, contrairement à ce que vous pourriez penser, on n'a pas découvert, alors ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais aujourd'hui, on n'a pas découvert de neuromarqueurs de l'autisme prototypique, de l'autisme pur. Que ce soit des marqueurs neurophysiologiques, neuropsychologiques, neurogénétiques, qui portent sur l'évolution. Et en fait, le seul marqueur qu'on ait à se mettre sous la dent, si je puis dire, c'est que ce trouble, même l'autisme prototypique, a un impact sur le fonctionnement, c'est-à-dire que ces enfants-là sont en difficulté au plan adaptatif en fonction des contextes qu'ils ont à affronter. Et donc l'interrogation qu'on se pose, bien évidemment, c'est est-ce que ce seul impact suffit à porter la notion même de trouble du neurodéveloppement, puisque je vous rappelle qu'il n'y a aucun critère neuro quelque chose dans la définition même. Alors, on reprendra ça dans la discussion, mais sachez qu'il y a quand même un certain nombre d'autres conditions qui sont aussi impactantes que pourrait l'être l'autisme, c'est la naissance par le siège, c'est la gaucherie, c'est l'homosexualité, c'est la gémelléité, et qui obéissent vraisemblablement aux mêmes logiques développementales que l'autisme en tant que tel. Et personne ne viendrait à dire aujourd'hui que la naissance par le siège, la gaucherie, l'homosexualité ou la gémelléité ou la condition de gémelléité relève d'une psychopathologie ou relève d'une maladie en tant que telle. Donc voilà un petit peu la proposition, le cadre théorique, hein, dans lequel on va se situer pour essayer de résoudre cette absence de critères concernant les aspects neurodéveloppementaux. Alors, sur la littérature, sur la littérature dont on dispose aujourd'hui, alors je vais juste vous citer un seul travail pour pas trop vous embêter. C'est un travail qui a été publié en 2023 dans la meilleure revue au monde qui s'appelle World of Psychiatry, hein, qui a le plus grand impact facteur en psychiatrie. C'est une méta-analyse de niveau 2, c'est-à-dire c'est une méta-analyse de méta-analyse, 374 études, 203 études d'imagerie cérébrale, 133 études de neurophysiologie, 65 études de neuropsychologie, 5 études pangénomiques, et la conclusion, c'est qu'il n'y a aucun neuromarqueur qui a été trouvé dans l'autisme prototypique à ce jour. Bon, je vous laisserai prendre connaissance, hein,
de la biographie sur cette question. Alors, c'est pas parce qu'il n'y a pas de neuromarqueurs qu'on va pas trouver de particularités au niveau du fonctionnement cérébral. Mais là, on est sur une autre interrogation. On est sur la question de la poule et l'œuf, c'est-à-dire à partir du moment où le développement autistique est quand même un développement qui est très particulier, et si on fait l'hypothèse qu'il y a une solidarité entre le développement cérébral et puis le développement comportemental, il est tout à fait logique qu'on trouve une traduction des particularités comportementales au plan cérébral. Et là, on trouve effectivement cette traduction. Alors, ça, les deux diapos, je vais aller très vite, disent à peu près la même chose. On trouve des difficultés dans la hiérarchie du traitement de l'information. On trouve des déséquilibres entre ce qu'on appelle les processus ascendants et les processus descendant, avec le déséquilibre portant sur le fait qu'il y a une surexposition sur les processus ascendants, et ce déséquilibre-là va trouver traduction au niveau du connectome, où cette fois-ci, c'est-à-dire les différents réseaux qui sont en jeu au niveau neurocérébral, où on va trouver effectivement une connectivité qui est un peu particulière, qui est quelquefois ralentie, quelquefois accélérée, mais qui traduit vraisemblablement la même réalité que j'ai décrit dans ce déséquilibre entre processus ascendant et processus descendant. Alors ensuite, sur une question sur laquelle les gens sont en difficulté au niveau de la compréhension. C'est incontestable que, comment dirais-je, qu'il y a des prédispositions génétiques dans l'autisme, mais ces prédispositions, elles sont familiales, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas imputables à des gènes délétères ou à des gènes particuliers. Il n'y a pas de gène de l'autisme actuellement qui est identifié en tant que tel. Par contre, il y a des constellations de gènes qu'on va trouver dans certaines familles et qui pourraient prédisposer au développement, enfin à un développement de type autistique. Bon. Et cette héritabilité, elle est extrêmement forte. Je vous rappelle que l'héritabilité, c'est la part de variance dans un phénomène qui est dû à la charge génétique. Héritabilité, pardon, elle est supérieure à 80%. Et elle va se trouver donc dans les situations de gémelléité, mais dans les situations de gémelléité, la concordance est loin d'être parfaite, puisqu'elle est, elle est de l'ordre de 70%. Par contre, quand un, dans une famille, il y a déjà un premier enfant autiste, le risque qu'il y en ait un second est multiplié par 20. Quand dans une famille, il y a deux enfants autistes, le risque pour que le troisième soit autiste est multiplié par 40. Donc c'est absolument incontestable que la prédisposition génétique est extrêmement forte. Mais juste pour faire une toute petite comparaison, prenez la taille humaine. La taille humaine obéit à des prédispositions génétiques, mais sur la même logique que l'autisme vraisemblablement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gène pathologique de la taille en tant que tel. Alors après, là je vais aller très très vite parce que je vois que je commence à déborder un petit peu sur mon temps, sur les prédispositions de type environnemental. Sachez qu'effectivement, on arrive à montrer qu'il y a des facteurs de haut risque que j'ai nommés ici, que je ne vais pas reprendre, mais qui sont associés, alors c'est des études corrélationnelles, hein, qui sont associés à l'ensemble de ces TND, mais il n'y a aucun marqueur particulier qui est associé aujourd'hui au TSA en tant que tel. Alors ensuite, le dernier argument, c'est un argument donc, qui porte sur l'évolution. Quand on essaie de à partir du moment où le diagnostic commence à être posé, bien posé de façon sérieuse, quand on essaie de voir est-ce qu'on peut faire du pronostic sur l'évolution de ces enfants-là, ben on s'aperçoit que les possibilités pronostiques sont exactement de même nature que dans le développement typique. C'est-à-dire que la prédiction est pratiquement impossible à faire. Et on retrouve à peu près les mêmes chiffres, c'est-à-dire que dans 80% des cas, aujourd'hui, on est incapable de dire quelle est la variable qui serait en jeu et quelle serait la variable maligne qui serait en jeu et qui aura un pouvoir prédictif important dans le devenir et dans l'évolution de ces enfants-là. Et on trouve au niveau des extrêmes à peu près les mêmes pourcentages, c'est-à-dire que 10%, que quelquefois un petit peu plus, vont évoluer de façon tout à fait remarquable, quitte à perdre le diagnostic hein, en tant que tel, c'est ce qu'on appelle optimal outcome, hein, les sorties de diagnostic, et vous avez 10% des enfants autistes qui vont mal évoluer, mais encore une fois pour des raisons qui ne sont pas connues. Donc c'est à peu près les mêmes pourcentages en termes de trajectoire hein, qu'on va retrouver dans le développement typique.
Alors, ma dernière diapo, on en arrive à penser, enfin un certain nombre de chercheurs en arrivent à penser, donc ce qui relève d'un spectre, ce n'est pas l'autisme, mais c'est probablement un ensemble de syndromes complexes, hein. Alors encore une fois, dans lequel l'autisme est peut-être présent, mais est-ce qu'il y a vraiment des raisons légitimes de le mettre au premier plan et d'appeler ça autisme? Donc ça, c'est la première interrogation. Et la deuxième interrogation, aucun biomarqueur au ce jour n'a été identifié. Et donc la question, c'est est-ce que il faut prendre ce résultat, est-ce qu'il ne faut pas prendre ce résultat au pied de la lettre et l'inverser, si je puis dire? Et est-ce qu'il ne faudrait pas considérer en fait comme l'absence de biomarqueurs comme étant un critère de l'autisme en tant que tel? Voilà, donc j'en ai terminé sur ces deux interrogations. Je suis désolé, j'ai pris une minute ou deux. Je vais donner la parole à ma collègue et puis on va discuter de tout ça. Alors, si je me souviens ce qu'il faut faire, il faut que j'arrête mon diaporama. Vincent, est-ce que c'est ça? Est-ce que En tout cas, je peux répondre à la place de Vincent, c'est bien ça. alors là, il n'est pas arrêté pour l'instant. Ah oui, attends, bouge pas. S'il est arrêté là, Vincent va nous dire si c'est mon PowerPoint qui est affiché. C'est bon, Robert, il est affiché. C'est non, bon? Oui, Ok, voilà. Donc, c'est bien le mien qui défile. Donc, ok. Écoute, René, parfait. Je veux dire, on voit bien l'universitaire exceptionnel que tu as été, que tu continues à être. C'est très clair. Avec par contre des notions sur lesquelles on va peut-être revenir. Mais j'ai eu un petit peu la crainte à un moment donné. Voilà, Sandrine a eu une rupture de connexion. Donc voilà, Sandrine est revenue. Donc Sandrine, si tu veux bien allumer ton micro. Et puis éventuellement, voilà, les premiers commentaires et peut-être que j'orienterai par une ou deux questions. Ensuite, on n'oublie pas, il y a bien entendu les participants qui suivent ce webinaire, qui ont posé des questions, et puis Katia et Vincent, qui sont en coulisses, vont nous rapporter l'essentiel des sollicitations qui vous seront faites. Je me lance donc alors. Bonsoir à tous. Absolument. Merci vraiment à la PPEA d'avoir organisé cette discussion et cette présentation. Merci René d'avoir été aussi clair sur des concepts qui sont vraiment compliqués et qu'en en une vingtaine de minutes tu as réussi à résumer. Et bien sûr, merci à Robert Boyazopoulos de m'avoir invité sur cette discussion. Alors, je ne m'attarde pas trop. J'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup de questions très vastes et évidemment le sujet l'est. Et ben, moi, je remercie déjà le public de s'intéresser à l'autisme. On a besoin de beaucoup de professionnels, beaucoup de personnes concernées pour participer à tous ces travaux parce que dans ce que René a présenté, il y a beaucoup d'interrogations. Finalement, le modèle de compréhension de l'autisme, on ne l'a pas. Il a pu décrire les évolutions, les approximations et toutes les questions qui étaient liées à ce qu'on appellera des consensus autour des classifications, mais on est loin d'avoir trouvé la réponse ou les réponses concernant l'autisme. Alors, je voudrais peut-être réagir à plusieurs points, si je peux, ou alors je vous réponds aux Absolument, questions. absolument, Non? Sandrine. Non, Ok. non, vas-y, vas-y. Juste rappeler que c'est vrai que ce DSM-5, la notion de spectre, peut-être amener de la frustration, surtout le côté, tu l'as bien décrit, hein, où est le neuro dans le neurodéveloppement. Et pourtant, nous, dans le quotidien clinique, le fait d'être passé sur cette approche très dimensionnelle de l'autisme, c'est-à-dire effectivement une description clinique avec ce que tu as décrit, des symptômes qui sont très apparents, d'autres qui sont plus par défaut, les difficultés d'interaction sociale, et puis des spécificateurs sont assez pédagogiques finalement pour les familles. Et je prendrai juste un exemple. Tu parlais d'autisme prototypique, donc des enfants qui auraient tous les signes et peu de spécificateurs finalement, un autisme assez complet, mais sans forcément de syndrome génétique associé, un retentissement lié clairement au tableau clinique. Et on a pourtant ces enfants, et c'est là où je trouve que la notion de spectre est intéressante, ces enfants qui vont devenir des adultes et qui vont pouvoir évoluer au sein de ce spectre.
C'est pour ça que la notion de discontinuité, des fois, on ne la retrouve pas parce qu'on voit des enfants, c'est pas un enfant qui va sauter d'une catégorie à une autre, mais un enfant qui va évoluer dans le spectre, qui peut se présenter très jeune sans langage, avec une apparence retard de développement, on dira à cet âge-là, et puis qui va devenir un adulte, effectivement, avec toujours des troubles des signes du spectre de l'autisme, mais qui va pouvoir développer son langage de manière tout à fait satisfaisante et fonctionnelle, sans trouble du développement intellectuel, et qui va évoluer dans sa symptomatologie. Et c'est vrai que la notion de catégorie, elle a été aussi un peu remise en question à l'époque, parce que on ne comprenait pas pourquoi certains sautaient d'une catégorie à une autre, pourquoi d'autres pas, et ils évoluaient tout au long de ce spectre. Donc c'est tout à fait intéressant pour nous, en tout cas cliniciens, d'expliquer aux parents ou aux personnes quand on rend un diagnostic, oui, dans le trouble du spectre de l'autisme, on va trouver différentes formes avec des retentissements différents. Alors, tu as bien soulevé le problème du retentissement. Qu'est-ce qu'on va appeler retentissement? Là, il y a clairement des imprécisions dans le DSM, mais cette évolution, elle va être variable d'une personne à l'autre et on peut évoluer. Et c'est un peu ça qui nous paraissait intéressant dans cette idée de spectre. Et puis que des troubles associés, oui, on ne parle plus tellement de pathologie, mais des troubles associés comme les troubles du langage ou un trouble de l'hyperactivité, un autre TND, eux aussi vont peut-être évoluer et s'améliorer au cours du temps. Donc cette notion de spectre, ça marque aussi cette euh, pluralité des tableaux cliniques, mais aussi de l'évolution au cours du temps pour une même personne. Et bien sûr, cette variation entre les personnes. Et pourtant, on retrouve quand même les signes qui vont s'exprimer très différemment d'une personne à une autre, bien sûr. Donc voilà, pour moi, c'était important de préciser ça, c'est que la dimension, l'idée d'un trouble du neurodéveloppement et la notion de spectre, elle a été quand même assez intéressante pour notre public quand on est clinicien. Quant à la notion de trouble du neurodéveloppement et de l'association de ces différents troubles du neurodéveloppement, c'est vrai qu'on manque de certains marqueurs, mais on commence à avoir des dimensions neuropsychologiques qui sont très intéressantes, notamment, je pense aux fonctions exécutives qui vont être impactées dans différents troubles du neurodéveloppement de manière plus ou moins importante. Et ça aussi, c'est intéressant d'avoir cette notion qui relie les différents troubles du neurodéveloppement. Oui, la dimension sociale va être plus impactée dans l'autisme, mais on peut avoir des dimensions communes avec les autres troubles du neurodéveloppement. Et cette parenté des différents troubles du neurodéveloppement, des fois dans leur expression, ou en conséquence sur, par exemple, la scolarité ou l'insertion sociale, ça peut être, je dirais que c'est pratique de pouvoir de pouvoir la nommer comme euh, étant un élément commun de ces TND. Donc, le fait d'avoir ce partage, d'avoir rassemblé les TND en une seule grande catégorie qui est questionnable, hein, qui va être questionnée de toute façon les prochaines années, ça peut quand même avoir un intérêt pour nous, notre abord des difficultés des personnes, d'autant que la majorité des TND ou des TSA vont avoir ces troubles associés. Et enfin, je dirais un dernier point sur la génétique. Euh, un enfant qui a une trisomie 21, on va dire il y a un autisme. On va dire c'est un autisme syndromique. Mais pas forcément. Pour nous, il se trouve que ce petit enfant ou cette personne avec trisomie 21, elle va avoir un trouble du spectre de l'autisme associé. Bon, c'est deux troubles qui vont être associés, mais ça reste un TSA. Il n'est pas forcément syndromique au sens que c'est la trisomie qui a causé le TSA. Il se trouve que cet enfant qui a effectivement une trisomie, d'autres qui vont avoir une épilepsie, ils vont aussi présenter un TSA. Est-ce que c'est le TSA et l'expression d'un syndrome? Pas forcément, puisque beaucoup de cas, les enfants trisomiques n'ont pas de TSA. Donc, on peut aussi avoir des associations de troubles sans forcément garder la notion de syndrome et sans forcément que cet enfant trisomique a une TSA, il soit si différent quand on pense à son TSA d'un autre enfant TSA qui aurait le même niveau d'efficience intellectuelle. Voilà, c'est un petit peu des arguments pour dire que
TND, ça ne me choque pas. Dans l'état actuel des connaissances, je trouve que ça a amené un plus par rapport à d'autres classifications plus anciennes, avec ses limites. Tu les as très bien pointées. Et que la notion de peut-être variable discontinue, je ne sais pas si ça nous apporterait de manière, dans le quotidien des personnes, je ne sais pas si c'est si intéressant que ça. Par contre, sur le débat scientifique, c'est tout à fait intéressant de venir réinterroger cette notion de spectre. Mais j'avais envie un peu, peut-être de discuter les aspects scientifiques qu'on peut réinterroger, et il le faut, hein, c'est l'intérêt de la science. Et puis, peut-être des aspects plus cliniques, où là, à un moment donné, on s'accorde sur un consensus avec ses limites. Et le consensus actuel, bah, il est autour du notion du fait que le TSA reste bien un TND, qu'il s'agit d'un spectre, jusqu'à ce qu'on ait d'autres éléments de preuve. Et puis après, bien sûr, ce que tu as amené un peu en filigrane à la fin, c'est plutôt la question presque sociétale et philosophique entre le normal et le pathologique, des troubles, enfin, ou des conditions qui étaient jugées comme anormales à un moment donné sont devenues banales. En tout cas, on ne viendrait pas à l'idée de les pointer comme des troubles. Donc ça c'est un débat qui est plus sociétal. À quel moment on va dire qu'une condition, une expression comportementale relèverait d'une pathologie ou d'un trouble? À quel moment on dit que non, c'est une variation de la normale ou un phénotype élargi? On a plein d'expressions pour ça. Ça, c'est un vrai débat de société. Et les personnes TSA, beaucoup, viennent nous interroger à ce niveau-là et nous mettre un peu dans cette place de dire est-ce que c'est vous qui allez dire si ce que j'ai, ce que je présente, ma façon d'être au monde, ça relèverait du trouble. Et bon, bah là, aujourd'hui, on parlera du TSA, mais on aurait pu parler. Ça s'applique à pas mal de troubles, hein. Voilà, j'ai été un peu longue, mais j'ai Non, voulu non. Merci exprimer un petit Sandrine. peu toutes mes réflexions à chaud, je Absolument. dirais, à Ça chaud. ça ouvre, Voilà. ça permet effectivement la discussion. Et avant de passer la parole peut-être à Vincent qui va nous ramener quelques interrogations, je me permettrai de poser la première, hein, et puis de laisser René peut-être réagir à tes propos. Le fait qu'il n'y ait aucun neuromarqueur, est-ce que c'est pas quelque chose qu'il faut contextualiser et est-ce qu'on peut dire que demain, il n'y en aura pas, on n'a pas terminé, c'est-à-dire que l'étape d'aujourd'hui, elle est, il n'y a pas de neuromarqueur avec les moyens d'investigation et d'exploration qu'on a, mais est-ce que demain, il n'y en aura pas? C'est quand même une question essentielle, hein. Et puis, la deuxième, ça reste une interrogation forte, c'est la question de ce seuil, de l'intensité, à partir de quel moment on va parler quand même de troubles de type autistique. Je dirais, est-ce que c'est la multiplication des signes éventuellement des critères? Est-ce que c'est l'intensité? Est-ce que c'est le maintien dans le temps, hein, par rapport à cet aspect évolutif que Sandrine, sur lequel Sandrine tu insistais? Enfin voilà, quand même autant de questions. Et est-ce que ce débat d'aujourd'hui, hein, qui est apporté par René, n'est pas, je dirais, ne sera pas demain entendu pour considérer autrement les nouvelles classifications. Bon, je ne sais pas très bien dans quel ordre prendre les questions. Je vais commencer par la fin. Sur la question des biomarqueurs pour vraiment enfoncer le clou. Bon, ça fait quand même plus de 10 ans qu'on cherche le nombre de travaux, la recension des travaux qui sont engagés dans cette question-là ne montrent rien. Alors ça ne veut pas dire effectivement qu'on va rien trouver, mais actuellement quand même, quand on est raisonnable, et encore une fois, pour dire les choses de façon simple, le cerveau des enfants autisme dits prototypiques sont des cerveaux normaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de particularité neurodéveloppementale chez ces enfants-là. Ce qui n'est pas le cas dans les autres sous-groupes. Et là, je serais un petit peu enfin, je prendrais des positions un petit peu différentes de celles que Sandrine a prises en tant que telle. Ensuite, la question du seuil.
est apparue quand même une question aujourd'hui qui est importante, c'est la question qu'on appelle du phénotype élargi et la question des parents. C'est-à-dire qu'on sait depuis longtemps que les parents d'enfants autistes présentent des caractéristiques dans leur fonctionnement autistique qui est assez comparable, peu ou prou, à celui de leur enfant en tant que tel. Par contre, il n'y a pas d'impact sur leur fonctionnement. Ils ont des caractéristiques en général qui sont bien définies depuis 40 ans et qui sont liées à un niveau intellectuel assez important. Il y a aussi d'autres caractéristiques. C'est donc sur la possibilité qu'il y ait des macrocéphalies chez les parents et chez les enfants. Alors pas chez tous les enfants, mais qui pourrait être aussi un facteur de prédisposition. Et donc ça pose la question effectivement du seuil, des limites de la question du diagnostic entre le phénotype élargi et le diagnostic des autismes dits prototypiques. Alors, je termine là-dessus. Ensuite, sur la question des évolutions, contrairement à ce que dit Sandrine, quand on prend l'évolution des trois groupes, elles sont tout à fait différentes. C'est-à-dire, les enfants les autismes prototypiques de manière générale, à l'âge adulte, évoluent relativement bien, avec l'hypothèse que, avec le développement, on va se fabriquer un environnement qu'on appelle un environnement choisi, et donc on va amenuiser le type de difficultés qu'on rencontre quand on est enfant. Donc, le devenir autistique, en général, ça va de mieux en mieux dans l'autisme prototypique, ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres formes. Ensuite, dans l'autisme prototypique, il y a quand même une relative stabilité, tout au moins la première année ou la deuxième année de vie dans le développement, où tous ces enfants-là se ressemblent, où il y a un abandon de l'activité linguistique, où au niveau de la symptomatologie, il y a un intérêt majeur par rapport aux aspects non sociaux de l'information. Bon, bref, il y a des caractéristiques communes qui sont relativement stables, avec une évolution qui est assez favorable. Ce qui n'est pas le cas des autres groupes. Donc, dire que l'évolution du TND en général est la même dans les trois groupes, ça mériterait d'être discuté. Ensuite, Sandrine évoquait la question des marqueurs neuropsychologiques. Moi, je ne suis pas sûr. Alors, c'est vrai que je vais me fâcher avec les neuropsychologues, mais l'idée de penser qu'il y a des marqueurs au niveau du WISC qui seraient prototypiques ou qui seraient typiques d'un fonctionnement autistique, c'est pas vrai, c'est pas démontré. On va le trouver aussi dans d'autres conditions. Bon, voilà. Et puis alors sur les aspects de génétique, juste un tout petit mot, puis je vous rends la parole. Sandrine a pris l'association TSA avec T21. On pourrait prendre une autre association qui est celle de la cécité avec le TSA. Et là, on voit bien que quand on pose la question dans cette condition-là, il y a probablement des pathologies qui sont cécitantes. Bon, donc là, on est sur une problématique bien particulière. Et puis, il y a un moment donné, où, notamment au début de vie, où la cécité vient mimer le développement autistique. Donc, cette association, elle est extrêmement compliquée, elle est extrêmement complexe, et c'est difficile de dire qu'il faut mettre au premier plan systématiquement le TSA par rapport à la cécité. Allez, je me tais et je donne la parole tout de suite à l'ensemble du groupe. Merci. Merci. C'est Vincent qui va nous dire un petit peu, vous nous faire la synthèse de quelques questions Et qui qui tient apparaissent. également avec moi. Voilà, on a relevé un petit peu les questions que vous avez posées dans le chat. Il y a quelqu'un qui réagissait en disant il est dit qu'il n'y a pas d'impact génétique. Enfin, c'est ce que je comprends, mais à la lecture du livre des gènes et des synapses, des gènes des synapses des autismes du professeur Thomas Bourgeron, il y a un lien entre génétique et TSA. Sandrine, je te laisse répondre en premier. Ouvre ton micro, Sandrine. Oui, Oui. oui, 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 tout à fait. Il y a bien un lien. C'est vrai que et la diapo de René le montrait bien. Il y a bien un lien entre autisme et TSA. Par contre, on n'a pas le modèle génétique. On sait que dans certaines familles, on peut retrouver certains gènes. Dans la plupart des cas, on va retrouver peut-être des mutations qu'on dit de nouveau qui sont arrivées sur cette personne-là ou cet enfant-là. Et on n'a pas encore un modèle complètement clair sur la génétique. Donc, ça reste à l'étude, mais effectivement, il y a bien un lien. Génétique ne veut pas forcément dire héritable, même s'il y a une forte héritabilité dans l'autisme, mais on n'a pas un modèle de transmission génétique. On dit que ça peut être polygénétique. Il y a plusieurs hypothèses, mais c'est sur l'étude de variants de grandes populations, on retrouve
certains variants plus fréquemment. On va retrouver certains gènes qu'on dit gènes candidats, souvent plus impliqués soit dans l'autisme, soit dans les TND. Donc, ça reste une piste vraiment importante, hein. Ça reste pour l'instant l'étiologie, ou peut-être pas l'étiologie, mais en tout cas une des causes à l'étude et qui s'impose actuellement euh, pour ce qui est de la compréhension de l'autisme. Après, je voulais juste revenir sur ce que disait René. J'ai pas dit que la neuropsychologie proposait des marqueurs actuellement. J'ai dit juste que le côté neuro, on le retrouve quand même dans des particularités cognitives. C'était juste ça que je tenais à préciser. Et sur l'évolution des trois groupes, parce que j'ai mon petit droit de réponse, c'est que j'ai pas dit que tous les groupes évoluaient pareil. J'ai dit qu'un enfant pouvait passer d'un groupe à l'autre. Et donc, ça avait beaucoup remis en question la notion de groupe. Voilà, c'était juste ça que je cherchais à préciser. Voilà, D'accord. sur la génétique, c'est vrai que retournez voir les travaux de Bourgeron, il a plein de super vidéos, c'est très riche et c'est difficile de résumer en 2 secondes. Mais Non, l'hypothèse génétique reste très présente. mais juste pour que les gens ne partent pas sur des incertitudes trop embêtantes, est-ce que, Sandrine, tu serais d'accord pour dire que dans l'autisme prototypique, la transmission est familiale au sens de la taille, par exemple, alors que dans l'autisme syndromique, quand ce dernier donc est associé à des syndromes génétiques ou des syndromes chromosomiques associés, là on est sur des gènes pathogènes en tant que tels. Donc les deux modes de transmission sont quand même assez radicalement différents. Oui, c'est vrai que dans certaines familles, on va retrouver des gènes, mais juste même sur des transmissions de génétiques qui sont une transmission d'une mutation, on peut avoir des formes et des expressions très différentes. C'est-à-dire que même sur une mutation, on peut avoir un des individus de la famille qui va avoir un TSA dit prototypique et sans trouble du développement intellectuel, et on peut avoir aussi une personne qui a une TDI, un trouble du développement intellectuel. C'est ça qui vient aussi remettre et beaucoup réinterroger nos modèles de compréhension. Mais c'est tout à fait ça aussi qui rend les choses challenging pour toute la communauté scientifique. Et c'est pour ça qu'il y a ce débat. On est là parce que justement, on a des éléments très contradictoires et on peut toujours amener un article ou un élément de preuve qui vient nous interroger. Le débat n'est pas tranché et la proposition de Motron, qui a été bien aussi décrite par René, elle vient amener au débat, mais ce n'est pas tranché. Très bien. On retourne du côté des questions, peut-être Katia. Oui, beaucoup de questions autour du diagnostic, justement. Comment poser le diagnostic? Quel est le cutoff? Quels outils utiliser? On avait pas mal de questions sur ce sujet-là. Alors là, vous avez tous les deux la parole, hein, sur la question de cette démarche clinique et diagnostique. Je vais laisser Sandrine répondre. Et oui, en tant que centre de ressources autisme, c'est notre petit dada, le diagnostic. Alors, le diagnostic, il est actuellement basé sur des critères, comme on dit, cliniques, hein, et d'ailleurs, c'est ceux que René a bien décrits. Donc, on va se référer à des catégories diagnostiques qui peuvent être le DSM-5, ça c'est la catégorie du manuel diagnostique américain, et puis, ou celui de l'OMS, la CIM, la classification internationale des maladies de l'OMS, donc version 11. Et vous voyez, il y a des versions, on parle DSM-5, CIM 11, c'est notre référentiel actuel. C'est juste garder en tête que ça peut évoluer. Mais disons qu'actuellement, on va se baser sur le recueil de signes et de symptômes. Et il faut que la personne corresponde à l'ensemble des signes ou une majorité des signes pour qu'on puisse porter ce diagnostic. Et c'est ce que René avait décrit, c'est-à-dire qu'il va y avoir un certain nombre de signes, les troubles de la communication des interactions sociales, on va aller rechercher des intérêts restreints, des particularités sensorielles et la résistance au changement. Donc, quand on a l'association de ces signes qui débutent dans l'enfance, très tôt dans l'enfance, et qui vont se poursuivre au moment où on voit la personne, même si ça évolue dans son expression, on va commencer à parler de troubles du spectre de l'autisme. Et René l'a dit, c'est est-ce qu'il n'y a pas une autre condition qui viendrait expliquer les difficultés de tel ou tel enfant? Par exemple, si on reprend la cécité, est-ce que cet enfant qui ne regarde pas, ben, il n'a pas un problème de vue? Vous voyez, on va déjà aussi essayer d'éliminer des causes communes qui pourraient expliquer des difficultés de développement.
ou un trouble du développement intellectuel important pour une raison ou pour une autre. Donc, pour revenir à cette démarche diagnostique, donc on va faire ce recueil de signes ou d'expressions comportementales, éliminer d'autres causes, et puis on va vérifier comment ça a évolué dans le temps. Et pour cela, on va se baser sur des entretiens des parents ou des personnes qui connaissent bien la personne ou l'enfant. Je reviens beaucoup sur les enfants, c'est mon côté pédopsie, mais ça peut être des adultes, bien sûr. Et on va se baser sur notre observation. Et c'est un peu comme une enquête. On doit faire un recueil le plus exhaustif possible de toutes les difficultés de la personne, et notamment du retentissement, pour essayer de comprendre et voir si elle correspond finalement à nos critères actuels, parfaitement bien définis dans nos classifications. Alors, quand je dis parfaitement bien définis, non, pas si bien définis que ça. Il y a une petite part d'interprétation. Il peut y avoir du flou, et notamment cette notion parfois de retentissement. Il y a eu des notions un peu d'être masqué, que certains signes pourraient être masqués par des stratégies apprises, etc. Voilà, il y a des éléments de complexité qui fait que ça prend du temps et qu'il faut être souvent plusieurs personnes pour pour confirmer un diagnostic. Mais dans les formes Alors, prototypiques, bah, des fois c'est très facile et ça peut aller très vite. Voilà. Et faut-il des outils? Bah, ça dépend. Ça va dépendre. Des fois, on va utiliser des outils d'aide au diagnostic et des fois non. d'accord, mais Sandrine, il y a beaucoup Oui, d'internautes là oui, qui nous écoutent et qui t'écoutent et qui se posent la question, ils sont souvent en première ligne. oui. La question, c'est quand on est en première ligne, on va pas pouvoir aller forcément dans des précisions diagnostiques sur le plan de l'approche différentielle. À quel moment on peut dire? Est-ce que c'est au niveau de la première ligne, de la deuxième ligne ou éventuellement dans des centres très spécialisés experts comme un centre ressources autisme, que la question de l'autisme va être à ce moment-là soulevée, puisque le diagnostic est très complexe. Bah, comme René l'a bien dit, il y a des formes un peu prototypiques ou faciles à diagnostiquer, c'est-à-dire où il y a tous les symptômes d'emblée, et des fois vous les voyez, vous voyez parfois dans la rue des personnes qui d'emblée, en quelques minutes, vont exprimer tous les signes de l'autisme. Et vous êtes professionnel, alors première, deuxième ou troisième ligne, je ne sais pas si ça a du sens pour tous les professionnels, je dirais que vous êtes un professionnel de santé ou de l'éducation nationale et vous êtes au contact, parfois de manière occasionnelle, avec des personnes qui peuvent présenter de l'autisme. Vous n'allez pas être sûr de vous parce que effectivement, c'est pas toujours très clair. Donc, vous allez peut-être vous adresser à un professionnel de la pédopsychiatrie, de la pédiatrie, de la neuropédiatrie. En tout cas, vous allez demander un avis. Parfois, ça peut être un avis avec d'autres professions que des professions médicales. Une orthophoniste qui va donner son avis sur le développement du langage, une psychomotricienne ou une ergo sur la motricité. Et, et ça va vraiment dépendre je dirais, de là où vous exercez. Est-ce que vous êtes avec d'autres professionnels qui vont pouvoir vous aider à construire ce tableau-là? Est-ce que vous aurez le temps déjà? Est-ce que vous maîtrisez un certain nombre d'outils? Ou est-ce que vous allez vous adresser à un professionnel qui fait partie d'une équipe pluridisciplinaire, qui peuvent être des équipes très spécialisées comme dans les centres de ressources autistes, mais pas seulement. Il y a maintenant des équipes dans les centres médico-psychologiques, il y a des professionnels dans les CPTS, les communautés de pratique de territoire. Il y a des cabinets libéraux qui se mettent ensemble et qui arrivent justement à, je dirais, faire les diagnostics les plus courants qui posent le moins de problèmes ou le moins de questions de diagnostic différentiel. Donc, première, deuxième et troisième ligne, certes, c'est une espèce de graduation en fonction, je dirais, des difficultés que présente la personne. Ce qui est quand même très important, c'est de savoir que pour les très jeunes enfants, il y a maintenant les PCO, les plateformes de coordination et d'orientation, qui peuvent vraiment aider et voire poser le diagnostic pour des enfants de 0 à 12 ans. Et ça, c'est important parce qu'elles proposent aussi des interventions. N'oublions pas, si on pose un diagnostic, c'est pour comprendre et mieux orienter les interventions. C'est quand même d'aider les enfants à grandir, hein. Enfin, je veux dire, on a nos petits débats de spécialistes, mais au bout du compte, ce qu'on veut, c'est l'accès aux ressources et aux aides. Voilà, c'est un peu ça. J'ai essayé d'être courte, mais c'est Merci. difficile, hein. Oui, oui. Très Est-ce bien, que, est-ce que, merci. René, est-ce que, est-ce que je peux répondre une seconde Oui, là-dessus? Alors, il y a quand même des propositions nouvelles qui concernent le diagnostic, notamment sur les premières lignes et sur les deuxièmes lignes,
qui porte sur la trajectoire dans le traitement de l'information chez ces enfants-là. Le premier signe, encore une fois consensuel, c'est son apparition à la fin de la première année aux alentours de 18 mois. Tout le monde est d'accord là-dessus. La concomitance des signes positifs et négatifs, c'est-à-dire le fait que l'information sociale n'est plus traitée en tant que telle au profit d'une information non sociale. Ensuite, une stabilité des signes qui est extrêmement importante. Alors, quand je dis information non sociale, non traitée, ça veut dire que ça va s'inscrire par une absence d'activité linguistique qui peut... Ces enfants ne parlent pas pendant un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et l'activité linguistique va reprendre ensuite. Une stabilité des signes, et puis une évolution relativement favorable à l'adolescence. Donc là, on a un tableau du développement de l'autisme prototypique qui porte sur le traitement de l'information, qui fait consensus aujourd'hui, mais effectivement qui n'est pas décrit en tant que tel, ni dans le DSM, ni dans la CIM. Très bien. Une dernière question peut-être, puisque le temps est vite, c'est très vite passé. Et je dirais pour tout le monde que René et Sandrine, on vous adressera le verbatim, c'est-à-dire tout ce qui a été proposé dans le chat, hein, avec la discussion, pour vous donner un petit peu une idée. Vous n'y répondrez pas pour les questions qu'on n'a pas pu soulever ensemble là, mais ça vous donnera une idée un petit peu des interrogations du public professionnel de ce soir, hein. Vincent? Oui, ou Katia, je ne sais pas si toi, tu voyais une question qui était plus revenue. Non, non, je t'en prie. Après, on revient beaucoup sur le diagnostic, C'est sur ça, il y où a beaucoup de envoyer les questions. personnes, qui peut le faire, quel professionnel. C'est là, les dernières questions portent radicalement là-dessus. Le, Il y a une question aussi. le diagnostic est médical, point. On va pas passer toute la semaine là-dessus. C'est le médecin qui porte le diagnostic, c'est lui qui a la responsabilité, en sachant que le médecin est accompagné par des professionnels. Et donc, le travail délicat qu'il doit exécuter, c'est de faire la synthèse de toutes les informations apportées par ses collègues. Et quelquefois, la synthèse est compliquée. Les informations peuvent être très contradictoires chez l'un et chez l'autre. Je Et il suis y a aussi d'accord. un élément sur le côté, il y a plusieurs personnes qui intervenaient sur le côté neuro. Le neuro du TND ne risque-t-il pas d'écarter ou de minimiser la dimension psychosociale du modèle de santé biopsychosociale dans la démarche de diagnostic? Ça revenait beaucoup. Je n'ai pas compris la Euh, question. en tout Le cas, côté neuro, le versant neuro du trouble neurodéveloppemental. bah là, on est encore beaucoup dans le biopsychosocial parce qu'effectivement, on n'a pas de données d'imagerie, on ne fait pas le diagnostic avec une imagerie actuellement. On peut proposer de l'imagerie pour des troubles associés ou des syndromes, enfin, mais on resterait biopsychosocial dans le sens où quand on rentre dans une démarche diagnostique avec une famille, ben on tient beaucoup compte aussi du psychosocial, c'est-à-dire quelles sont les ressources, quelles sont les aides qu'elles peuvent apporter, comment soutenir ces familles-là et comment cet enfant grandit dans son environnement scolaire, social élargi. Les ressources sont sociales. C'est quand même la communauté entièrement qui doit aider ces enfants pour qu'ils grandissent et les adultes pour qu'ils trouvent leur place. Donc, la dimension sociale, elle est super importante. Peut-être pas au niveau du diagnostic, mais au niveau du quotidien. Et on va être d'accord peut-être si on peut conclure, le diagnostic catégoriel est important pour comprendre et partager des informations ensemble, mais vous allez être d'accord pour dire que le diagnostic fonctionnel est absolument essentiel dans cette démarche. C'est là où je comprends que le retour vers la clinique préconisé par René Pry, c'est peut-être ne pas trop, je dirais, aller dans la discussion des signes catégoriels, mais plutôt aller du côté des empêchements et des obstacles à la vie sociale générale. Dit en ces termes-là, nous sommes tout à fait d'accord. On peut conclure sur un point d'accord. Alors, on va conclure sur l'ouvrage de René Pry, chez l'éditeur Tom Pouce, 100 idées pour comprendre l'autisme avant d'agir. Bon, il y en a eu d'autres, hein, de René chez l'éditeur Tom Pouce.
Et puis ben, cette revue Enfance, hein, que je vous conseille, qui est parfois un petit peu complexe, mais qui est un vrai débat dans lequel vous allez retrouver un petit peu les éléments qui ont été discutés ce soir. Et puis, donc, avant de remercier nos invités, René et Sandrine, vous dire que le mardi 14 octobre, c'est notre prochain rendez-vous avec des interrogations sur l'intelligence artificielle et la détection des troubles psychiques. Il sera cet exposé proposé par Karl-Maria Morsch, qui travaille beaucoup, docteur en psychologie, qui travaille beaucoup dans la recherche sur l'intelligence artificielle, notamment dans le champ de la santé mentale. Je pense que ça va être, comme aujourd'hui, assez passionnant et on abordera peut-être les questions de l'intelligence artificielle avec la question des écrits, bien entendu, dans nos diverses professions. Écoutez, merci à tous deux, merci infiniment. Je rappelle donc que le replay sera disponible dès demain, que vous aurez la possibilité de télécharger le PDF de ce qui nous a été présenté par René. Et puis, encore merci infiniment à Sandrine Saunier et à René Pry pour leur participation. Et puis, Vincent et Katia pour le travail en coulisses, puisque vous avez été très attentifs à ce qui a été écrit. Voilà, merci, merci à tous. Et puis, ben, à dans 3 semaines. Merci, au revoir. À bientôt, au Beaucoup, revoir. Soirée à beaucoup de tous. remerciements dans le chat Oui, au revoir, c'est pour ce sympa. webinaire passionnant.